Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur la Croisette, sur la plage Magnum de la Croisette, au Festival de Cannes pour Cannes 14h. On est à la veille du palmarès, donc les cœurs commencent à battre la chamade et les dés sont presque jetés. Il reste encore 2 films en compétition ce soir et puis les jurés vont se retirer pour réfléchir, pour délibérer avant de rendre public leur palmarès demain. Parmi les événements de la soirée hier soir sur la Croisette, il y avait la présentation du film de Yann Gonzalez qui s'appelle Un couteau dans le cœur, un film événement de cette fin de festival mettant en scène notamment une Vanessa Paradis, productrice de films pornographiques. On en parle dans Cannes 14h avec nos 2 premiers invités. C'est tout de suite Cannes 14h, c'est parti. Kate Moran, bonjour. Merci Bonjour. d'être des nôtres. Et Nicolas Maury, bonjour, merci. Merci à tous les deux. Vous êtes donc à l'affiche de Un couteau dans le cœur, le film de Yann Gonzalez qui a été présenté hier soir, qui est un film qui ne laisse personne insensible sur la Croisette, parce que c'est comme une proposition, un parti pris très fort de la part de Yann Gonzalez. On en regarde la bande-annonce et ensuite vous nous direz ce que vous en pensez. J'ai besoin de toi. Dis-moi que tu m'aimes. Arrête de jouer, c'est fini pour de bon. Je voudrais sentir ta peau une dernière fois. Pour plus avoir peur quand je suis seule dans la nuit. Je pensais pas que c'était possible d'aimer autant, aussi longtemps. Tu dois m'aimer. Tiens à moi, Louis. À moi, à moi, à moi. C'est un de ses amis qui a découvert le corps. Carl venait de tourner dans un de mes films. Quel genre de film exactement? Oh, arrêtez votre charme. Faites pas le coup des types, ils sont pas renseignés. Dans 2 minutes, je veux tous à poil et regarde à vous plus raide que Giscard. On se soulage avec la main, on est à l'aise entre copains. Oh, coupez. Sur le plateau, il était du genre insatiable, les yeux illuminés, à la merci de ses partenaires comme possédé. Vous savez, quand on s'oublie avec l'autre, qu'on sait plus où on est, ça vous est jamais arrivé. Une forme d'amour en quelque sorte, puissant, vorace, sans limite. C'était le dernier plan du tueur homo. Bravo. Alors, je le disais, Kate Moran, ce film, c'est un parti pris très fort. C'est une proposition de cinéma très ancrée, même un acte d'autorité. Mais avant tout cela, c'est aussi un polar. Moi, j'ai vu un polar dans cette salle de cinéma. Oui, c'est... En fait, je pense qu'il y a... il y a une enquête, il y a quelque chose de thriller dans le film. Et un tueur en série. Oui, exactement. Mais en fait, c'est un film que je pense amène plein de sujets différents dedans. C'est pas juste un seul truc. Oui. C'est aussi un film d'amour. C'est un film qui parle du cinéma en soi. Oui. C'est un film qui parle aussi de l'amitié, de la façon de trouver soi-même. Et des relations dans un couple, oui. Des relations de domination qui peut y avoir. Oui. J'y ai vu aussi une forme effectivement d'hommage au cinéma, le cinéma, la pellicule. Le cinéma, évidemment, il y a des références dans ce film et des correspondances, mais même concrètement, physiquement, cette pellicule qu'on manipule, qu'on coupe, qu'on monte, et qui est le premier plan du film. C'est un plan sur de la pellicule et c'est vous qui l'a manipulé. Oui, je joue la monteuse des films porno, que Nicolas joue le réalisateur et Vanessa joue la productrice. Et moi, j'ai fait un stage de montage pour justement avoir la capacité de manipuler cette machine avec allèsement.
Aisance. Avec aisance. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que moi, j'adore tourner en pellicule autant d'actrice, mais de vraiment manipuler ça et de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe dès que notre partie est finie et que ça rentre dans la salle de montage est fascinant et oui, très excitant en fait. Nicolas Maury, travailler avec Yann Gonzalez, c'était pas une nouveauté pour vous. Vous aviez déjà participé aux rencontres d'après minuit. Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas la façon de travailler de Yann Gonzalez? Comment vous la qualifieriez et en quoi c'était important ou exaltant pour vous de le rejoindre pour cette aventure? C'est vrai que le mot rejoindre est juste, c'est rejoindre une musicalité de travailler avec Yann. C'est déjà rejoindre une partition, parce que ces répliques, ce sont des petits opéras et c'est la poésie de Yann. Souvent on dit oui, le film travaille sur le genre. Et j'aime à penser que c'est le genre Yann Gonzalez, le film. C'est-à-dire que c'est lui, c'est ce genre-là. Et je pense que Yann, il est très délicat, il est comme un enfant sur le monde parce qu'il a énormément de gourmandise. Et les références dont vous parlez, elles sont tellement dans son ADN qu'elles ne sont pas, pour moi, je trouve, elles deviennent sensibles et sensuelles. Et il y a toujours de l'appétit derrière. Et quand il vous met devant sa caméra et que vous y êtes, vous n'avez plus qu'à rejoindre sa vibration. Et même parfois, il peut avoir des éclats de rire sur le plateau. C'est quelqu'un de très gourmand, de pas du tout, qui est dans l'esprit de sérieux, qui fait les choses sérieusement, mais qui a un esprit très fantaisiste et très gourmand sur les acteurs. Et puis dans ce film, il y a Vanessa Paradis. J'ai lu que pour vous, c'était particulièrement émouvant de tourner avec Vanessa Paradis. Racontez-nous pourquoi. Ce qui se passe, c'est que Vanessa, pour moi, j'avais 7 ans et elle m'a... Je viens d'une petite ville du Limousin et elle m'a aidé à me construire dans ma chambre. Et c'était un secret parce que dans ma vie d'acteur, je ne l'ai jamais dit. Mais de la rencontrer, j'aurais jamais pu me le formuler à moi-même. La rencontrer lors d'une soirée peut-être. Mais de faire cette rencontre avec ce film-là, où en plus mon personnage par rapport au sien est dans un rapport presque un rapport animal parce que il est là pour elle, quoi qu'il se passe. Et je pense que je serai là pour Vanessa, quoi qu'il se passe. Il est celui sur lequel elle peut de toute façon compter et qui lui trouve toujours des circonstances atténuantes c'est exactement ça. Dans le film. Et à titre personnel, comment s'est passée la rencontre avec Vanessa? Parce que bon, parfois on admire des gens toute sa jeunesse, toute son enfance, son adolescence, et puis on a l'occasion de les rencontrer à l'âge adulte et bon, on est parfois un peu déçu ou un peu surpris, ou parfois la magie n'opère pas. Je crois qu'il y a quand même dans la vie, dans nos métiers, entre les acteurs, une chose dont on parle peu finalement, c'est cette... Marivaux dit le jeu de l'amour et du hasard, mais il y a un hasard heureux, il y a une grâce dans les rencontres, dans nos métiers. Par exemple, Vanessa, cette rencontre, ça s'est opéré, elle a dit ce matin, c'est vrai, entre nous trois, c'était d'une évidence folle. Et moi, dans ma vie, il y a vraiment 3 personnes que je voulais rencontrer. Mais parce que c'est mon cœur qui vibrait pour elle, c'était Isabelle Huppert, Isabelle Adjani et Vanessa Paradis. Et je les ai rencontrées. Et ce sont des femmes qui sont venues vers moi d'abord. Et ça, c'est quelque chose... Et je dis pas, c'est comme un musicien d'un autre musicien. C'est se dire, on est des époques où, voilà, ces femmes, elles m'inspirent. Ce sont des femmes... fortes et ce sont, au-delà du fait d'être stars, ce sont des femmes qui se sont écrites elles-mêmes et qui continuent à s'écrire de film en film ou d'album en album. Et de rencontrer ces sorcières-là, c'est magnifique. Kate, pour vous, c'était, j'imagine, aussi important de tourner avec Vanessa Paradis, mais quand j'entends à l'instant Nicolas Maury, je me dis que finalement dans le film c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que certes dans le film elle a le rôle de cette productrice de films pornographiques qui est autoritaire, qui est alcoolique, qui peut être très violente. Il y a même d'ailleurs une scène de viol entre femmes dans ce film, mais elle est aussi celle qui a besoin d'être aimée, celle qui a besoin d'être aidée, celle qui vous supplie de ne pas la quitter parce qu'elle vous aime et vous êtes celle qui la quitte, qui s'en va. Je pense que c'est... Déjà, oui, comme Nicolas a dit, c'était une rencontre sur le plateau
ensemble qui était fabuleux. Et l'histoire de cette couple est comme tous les couples universels qui s'aiment mais qui n'arrivent pas du tout de rester ensemble parce que s'ils restent ensemble, ils se autodétruisent l'un et l'autre. Et alors on arrive à ce moment où il y a un qui dit si je reste, je meurs, et l'autre dit si tu pars, je meurs. Et alors on suit celui qui pense qu'elle va mourir sans l'autre. Et cette femme, elle est perdue parce qu'elle est en plein brisement de cœur. Et je pense qu'on peut tous se sentir cette truc qu'on avait tous vaincu, qui est au moment quand on pense « mais je ne suis pas moi si je n'ai pas celui-là que j'aime à côté de moi ». Alors, et qu'il y a qu'à raison de continuer. Et je trouve ça... Et pour vous qui avez le rôle donc de cette monteuse dont Vanessa Paradis est très amoureuse et qui va quitter Vanessa Paradis, enfin qui veut la quitter, là aussi on passe de force à faiblesse en permanence. Vous êtes à la fois, vous avez la force de dire non, c'est terminé, je te quitte, sinon si je reste, je meurs, et en même temps en permanence la douleur, le chagrin, la tristesse de voir cette femme que vous aimez ne pas être capable d'avoir une histoire un peu apaisée avec vous. Oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose dans cette couple que je peux aussi ressentir un petit peu dans le couple de les rencontres d'après minuit. C'est cet amour sans fin, sans époque, j'ai dit tout à l'heure le mot éphémère, mais c'est pas éphémère que je veux dire, c'est ce côté qui dépasse le temps, qui dépasse tout. Qui broie l'idée de temporalité. Oui. Qui est ancestrale et en même temps et je pense éternelle. que pour Louise, qui est mon personnage, elle aime toujours, c'est pas si facile que ça qu'elle dit. En fait, c'est juste que l'amour devient insupportable, alors c'est plus fort que de rester, mais en même temps, elle souffre aussi de pas être ensemble. Mais c'est une question de survie. Oui, et on voit finalement que l'un et l'autre, et même pour elle, parce que finalement, malgré elle-même, elle peut pas partir d'elle. Elle tente à chaque fois, et elle tente avec les mots radicaux, les actes radicaux, mais finalement... Elle n'arrive pas non plus, finalement, en fait. Non. Nicolas Maury, ce film est, en plus de ses forces, ses fulgurances, c'est quand même un film qui reste très sombre, à la fois dans son parti pris esthétique et dans ce dont il parle. Parce que je rappelle que il parle quand même d'un tueur en série. Avant les années SIDA. Avant les années SIDA, dans le milieu homosexuel. Et je trouve que vous y apportez dans votre rôle beaucoup d'humour et de détachement, comme si à la fois votre personnage et à la fois vous-même en tant qu'acteur, vous preniez tout ça avec pas de la légèreté, mais on va dire de la distance raisonnable. C'est très beau comme mot, distance raisonnable. En tout cas, c'est un rapport de distance. C'est vrai que quand on joue, c'est comme des mathématiques, c'est trouver le bon rapport. Et j'ai toujours un problème avec quand on me parle de ce qui fait rire ou ce qui est léger ou lourd, parce que moi je crois vraiment que plus je suis sérieux et premier degré, plus ça fait rire les gens. Mais plus je suis dans un désastre peut-être intime, mais qui est quand même visible par la caméra, et plus j'aime bien le mot indécidable pour un acteur, c'est-à-dire, et je pense que c'est ça qui fait rire, parce qu'il vaut mieux en rire. Mais on pourrait... cet Archibald, il est léger, mais c'est comme... c'est par élégance d'esprit aussi. C'est pour récupérer les situations. Mais on voit bien derrière qu'il y a du désastre aussi. Mais j'aime bien ne pas choisir, moi, quand je joue. J'aime bien laisser la porte ouverte au spectateur de se dire, tiens, oui, c'est un art l'équivoque. C'est un art je trouve, Après, il y a des gens qui trouvent ça pas intéressant, et je comprends. Mais je trouve ça intéressant. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il est léger parce qu'il est comme un danseur dans tout ça. Il connaît les codes. Mais il est quand même très attentif. C'est pas un autiste. Il est attentif à ce qui se passe autour. C'est un funambule, en fait, dans ce film. Merci à tous les deux. Alors, le film est en compétition. Palmarès demain. Votre cœur a déjà arrêté de battre, ou comment ça se passe? Comment on occupe les dernières heures avant le palmarès? Peut-être Kate Moran. Je pense que surtout, et j'imagine que tout le monde dit ça, mais vraiment, on était tellement contents
d'être là. à Cannes, d'être tous ensemble avec un film de Yann après tous les voyages qu'on avait fait tous ensemble pour créer ce film, que d'être sur ce tapis rouge tous ensemble et quand on avait arrivé, quand il annonce et la musique change, on avait fait le premier pas, on arrête pour les photographes et en fait on avait tourné comme ça en ligne et là, derrière nous, il y avait deux rangs de notre équipe qui étaient en train d'applaudir et même de penser maintenant, ça m'avait dans les frissons parce que c'était quelque chose C'est très fort. tellement touchant et incroyable et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Je sais pas. Ça peut être que du bonus en fait. Oui, c'est voilà, ça. Ce qui se passe après, ça peut être que du de bonus. tout notre cœur, je pensais ça. Bon, eh bien, écoutez, on va vous souhaiter le meilleur pour ce palmarès. Merci à tous les deux beaucoup. d'être passés par le plateau de Cannes 14h. On va vous retrouver justement dans notre petit tour des 24 dernières heures de Cannes, puisqu'il se place évidemment plein de choses sur la croisette tous les jours. Et comme chaque jour, depuis que nous sommes installés ici sur la plage Magnum, eh bien, nous avons jeté notre Mistigris sur la croisette. Mistigris, c'est le nom de code de notre reporter. Elle nous ramène les images de ces dernières 24 heures et vous allez y revoir Nicolas Maury et Kate Moran. Est-ce que je peux mettre mes lunettes de soleil? Pourquoi avoir accepté ce projet? Entre Marley, votre dernier documentaire, et Whitney, c'est un grand écart. C'est une grande aventure. Il y a quelques similitudes. Je trouve que si l'on s'intéresse plus en profondeur à ces deux artistes, on se rend compte que pour tous les deux, l'image publique ne correspond pas à la réalité. J'avais aussi très envie de relever le défi de réaliser un très bon film, et un film sérieux, sur quelqu'un qu'on ne prend pas au sérieux d'habitude. Les gens ne prennent pas Whitney au sérieux. C'est une pop star superficielle qui fait la une des tabloïds. Mais en fait, raconter son histoire de la même manière que j'ai fait avec Bob Marley ou avec n'importe quel artiste respecté, c'était important pour moi. Alors avec Marco, on est très content d'avoir été sélectionné ici parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant, il y a 8 ans, à Cannes, à l'école de journalisme de Cannes. En fait, c'est notre premier festival de Cannes avec un film et avec des invités pour les soirées. Ce qui nous a amusé dans l'écriture de ce scénario et dans ce qu'on a observé depuis qu'on habite à Los Angeles, c'est que c'est à la fois la ville des rêves brisés et à la fois c'est la ville où on a le droit de rêver à ce qu'on veut. La plupart des gens dans cette ville, ils ont plusieurs boulots à la fois. C'est-à-dire que tout le monde a un script dans le tiroir, mais tout le monde est aussi serveur ou chauffeur Uber. Les gens, ils travaillent vraiment énormément pour pouvoir justement survivre dans cette ville aussi qui est hyper chère. And now, for my first swim at Cannes! It felt like one of the few projects I'd read about young people. C'est un des rares projets de films que j'ai vus sur les jeunes qui abordent la vraie vie, et pas seulement le lycée et les choses qui ne comptent pas vraiment. Et c'est surtout la façon dont l'amour est raconté qui m'a attirée. C'est un film qui montre comment une relation amoureuse aide à grandir, et c'est cela qui m'a séduite personnellement dans le sujet. I'd say those are probably the reasons I was first so attracted. Deuxième partie de Cannes 14h et une invitée, l'actrice Aïssa Maïga. Bonjour Aïssa. Bonjour. Merci d'être des nôtres. C'est un honneur et un grand plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de Cannes 14h. On parlait à l'instant avec notre Mistigris, notre reporter, de ce qui s'est passé sur la croisette ces dernières 24 heures. Parmi les événements d'hier soir, il y avait cette montée des marches dont on va voir les images pour le film Burning. En plus de l'équipe du film, évidemment, qui a monté les marches, vous étiez là, vous, et une quinzaine de noires et métisses actrices sur le tapis rouge, joyeuses, mais combatives, point levé au moment d'arriver à la fin de ces marches. C'était une façon pour vous d'appuyer le propos du manifeste que vous avez co-signé. Vous êtes plusieurs aux éditions du Seuil. Noir n'est pas mon métier. Vous y dénoncez notamment
les rôles stéréotypés dans lesquels le cinéma français enferme les femmes noires, métisses, quand il s'agit de leur confier des rôles dans les films. Oui, c'est un livre qu'on a écrit, nous sommes 16 comédiennes, c'est transgénérationnel, la plus jeune a 21 ans. Notre doyenne, Firmin Richard, qu'on ne présente plus. Mais qui est la plus jeune en esprit. Voilà, qui est d'une vitalité à toute épreuve. Et nous avons choisi d'écrire sur notre condition d'actrices noires et métisses françaises. Parce que nous sommes souvent catégorisés dans certains types de rôles, et si l'on n'est pas catégorisé, on est invisible. Et donc j'ai eu envie d'aborder cette question-là, parce que ça fait 20 ans que je suis comédienne, que j'ai la chance de, entre guillemets, tirer mon épingle du jeu, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des metteurs en scène qui m'ont offert de beaux rôles, et j'ai pu montrer que je pouvais jouer autre chose que la noire. La noire de service. Voilà. Parce qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est qu'il y a peu de rôles qui sont imaginés pour des noirs ou des noirs, parce qu'on va parler tout à l'heure des hommes qui sont confrontés aux mêmes difficultés. Et puis, quand il y a des rôles, ils sont effectivement très catégorisés. Oui, c'est vrai que la plupart des actrices, ce qu'elles aimeraient, ce qu'elles souhaitent, c'est avoir accès à tout type de rôle, parce que on peut jouer n'importe quel rôle de femme, sauf si l'histoire vraiment demande à ce que la couleur de peau soit spécifiée. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette obsession chez les scénaristes français, chez sans doute les producteurs et les réalisateurs aussi, qui tend à stéréotyper les rôles, et ce sont souvent les mêmes choses, les mêmes schémas qui reviennent chez les femmes jeunes. Il y a une animalité supposée, donc des didascalies qui vont toujours chercher vers la gazelle, la panthère, la lionne, etc. La créature. Voilà, on suppose, on sous-entend que la sexualité de la femme noire et métisse serait absolument débridée. Ensuite, lorsque la femme prend un petit peu d'âge, elle devient la mama. Donc, vaut mieux prendre un peu de poids quand même, parce que sinon, après 40 ans, je ne sais pas exactement comment une femme noire qu'on peut continuer à exister dans le cinéma français. Et puis, il y a évidemment le grand rôle récurrent qui est celui de la prostituée. Alors, tous ces rôles pourraient être magnifiques, mais le problème, c'est que souvent, les personnages manquent de psychologie, de profondeur. Ce sont vraiment des clichés, pour le coup. Alors, vous dénoncez dans ce livre les rôles stéréotypés. Vous parlez aussi du racisme auquel vous avez pu être confronté, et du sexisme doublé de racisme, parce que c'est une forme de sexisme très particulière. Exactement, c'est cette double thématique qui m'a intéressée, parce que en tant que femme, d'abord nous sommes des femmes, tout simplement, donc c'est sûr que les clichés sexistes nous collent aussi à la peau, mais il y a aussi certaines choses qui sont spécifiques, c'est-à-dire que l'imaginaire qui concerne les femmes antillaises ou les femmes africaines, ou alors les femmes asiatiques, les femmes orientales, se modulent en fait au gré des schémas hérités qui, pour la plupart, sont nés de l'époque coloniale. Et en fait, ce sont ces clichés-là qui nous interrogent aujourd'hui, qui nous forcent à nous interroger sur le regard qui est posé sur nous et sur la façon dont on peut déconstruire ces clichés aujourd'hui. Alors, est-ce que c'était particulièrement important que ce livre soit collectif ? Je pose la question parce qu'évidemment, quand on est noir et une femme ou homme et qu'on fait part de ce type de ressenti, ou qu'on dénonce des paroles sexistes ou racistes, on s'entend souvent dire mais non, c'est dans ta tête, c'est parano. Et donc là, peut-être que si l'une d'entre vous, toute seule, avait signé le livre, elle aurait été considérée comme exagérant un peu la situation. Là, c'était important pour vous de dire, voilà, nous sommes nombreuses et nous disons ensemble que cette situation ne peut pas durer. Oui, en fait, on s'est toutes élevées à un moment ou à un autre au gré des promos de films contre ce qu'on vivait, mais nous n'avons pas été entendus. Et l'année dernière, j'ai eu un accès vraiment de colère, d'indignation, et pour me calmer, j'ai écrit un texte. Et puis le temps est passé, je suis partie en tournage, et quand j'ai repris ce texte, je me suis dit, bon, c'est vrai, ça pourrait être l'ouverture d'un livre, mais comme vous le dites, j'avais vraiment envie d'éviter l'écueil de la subjectivité liée à une seule personne, et j'ai tenu à ce que cette parole soit portée collectivement, pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire en face, et qu'on se dise, bon, si elles sont au moins 16, et en plus, il a fallu limiter, on n'est que 16, mais il y a beaucoup de témoignages qui auraient pu être inclus dans l'ouvrage, et je pense que c'est ce qui apporte une force, c'est cette action collective
portée d'une seule voix. Alors, est-ce que c'est différent dans d'autres cinémas? Est-ce que c'est différent pour les africaines américaines ou dans les pays anglo-saxons en général? Alors, c'est un petit peu différent pour ce qui est des États-Unis, parce qu'il y a une politique de quotas depuis plusieurs décennies maintenant. Mais pour les femmes noires, ça reste encore un gros challenge d'exister dans le cinéma. L'arrivée des séries a un petit peu changé la donne. On a quand même des héroïnes noires dans des rôles de premier plan avec des actrices magnifiques comme Kerry Washington ou Viola Davis. Mais la plupart des actrices noires afro-américaines se plaignent de la même chose que les actrices noires françaises. Il y a une question d'échelle, évidemment, qui n'est pas la même, mais il y a vraiment un sujet à explorer. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans un documentaire que je vais co-réaliser avec Isabelle Simeoni sur la question de la place de la femme noire dans l'imaginaire. Est-ce que c'est très différent pour les hommes noirs? Alors, c'est légèrement différent, puisque le regard porté n'est pas exactement le même. Voilà, il n'y a pas la dimension sexisme et infériorité des femmes. Il y a une dimension sexiste. Il y a beaucoup de rôles masculins qui sont très clichés, où, encore une fois, la question de la supposée sexualité et animalité est vraiment omniprésente. Et puis, évidemment, il y a tous les rôles de racailles, d'hommes écervelés. Et puis, il y a la place de l'humour, la place de la comédie. Parce que les films dans lesquels des acteurs noirs émergent en France aujourd'hui, à de très, très rares exceptions près, ne sont que des comédies. Donc, pour moi, c'est entre guillemets la preuve qu'il y a un problème et qu'on a du mal à imaginer un homme noir... entre guillemets banal, il faut qu'il fasse rire pour détendre. Et qu'il ait le sens du rythme aussi, voilà. Comment est reçu votre propos, au-delà du livre, mais comment est reçu votre propos, à la fois dans le milieu du cinéma et parmi vos proches amis IES ou amis IS, actrices et acteurs? Alors, la réponse qu'on a reçue très forte, c'est celle de la presse. Et ça a été une très grande surprise. Le livre on a parlé du livre partout. L'autre réponse, c'est celle du public, qui est là. Le livre est épuisé. C'est vraiment un incroyable succès et c'est très rapide en plus. Pour ce qui est du milieu, il y a très peu de gens qui se sont manifestés en ce qui me concerne. Nous sommes 16, donc peut-être que les autres ont eu plus de manifestations. Donc moi, j'ai discuté avec des gens que j'ai rencontrés ici sur la Croisette. Ils m'en parlent évidemment immédiatement, mais ceux qui ont tenu vraiment à se manifester sont très rares. Et moi, j'ai hâte d'avoir des discussions avec les gens qui font le métier, les castings, les agents, les producteurs. Et je ne suis pas la seule. Je pense que ce sont des actions qu'on va mener en groupe, notamment auprès des institutions. Le mouvement ne va pas s'arrêter à la publication du livre et à la montée des marches. J'imagine que ce n'est qu'un début. Voilà, le livre n'est qu'une étape. La montée des marches, c'était une étape symbolique forte. Et maintenant, le vrai travail va commencer. Aïssa, vous nous disiez que les réactions dans le milieu, pour l'instant, ne sont pas très nombreuses. On espère que tout cela va infuser. Vous avez évidemment eu connaissance du succès du film Black Panther cette année, blockbuster, Marvel, entièrement porté par une troupe d'acteurs et d'actrices noirs. Ça a changé quelque chose dans le regard d'Hollywood sur, non pas sur la personnalité des Noirs, mais sur leur capacité à faire gagner de l'argent aux studios. Est-ce qu'il faut forcément en passer par là, par le côté bankable, pour bien parler français, le côté profitable d'un acteur ou d'une actrice pour que des dimensions plus politiques, plus humaines, plus sensibles soient prises en compte par le milieu? Oui, le cinéma est une industrie lourde, une industrie risquée. Et je pense que la dimension financière est extrêmement importante. Et il me semble aussi que posséder des outils financiers est extrêmement important, pas simplement en tant que producteur, mais en tant que financier. Et pour moi, ça, c'est un objectif, pas à court terme, mais c'est dans ma ligne de mire. Bon, de toute façon, vous ne lâchez rien. On va rien lâcher. Et avec le sourire. Avec le sourire, voilà. Merci beaucoup, Aïssa. Merci Aïssa Maïga d'avoir été des nôtres pour cet avant-dernier Cannes 14h. Mais oui, parce que nous sommes vendredi, jour de sortie du film de la semaine sur icinema.com. Et cette semaine, le film que nous vous proposons de découvrir est signé par le réalisateur canado-colombien Juan Andrés Arango. Et le film s'appelle X500X.
X500, le destin de 3 personnages réfugiés ou déplacés au Mexique, en Colombie et au Canada. Leurs chemins ne se croisent pas, mais leurs histoires se répondent. Preuve, s'il en était besoin, que la quête obstinée d'une vie meilleure, voire tout simplement d'une survie, pour échapper à la guerre, aux persécutions, aux crimes, à la pauvreté, est partout sur Terre mue par les mêmes ressorts et les mêmes espoirs. Ceux de Maria, originaire des Philippines, qui s'installe à Montréal, ceux de David, qui quitte la ruralité pauvre du Mexique et tente sa chance en ville, ceux, les espoirs, du pêcheur colombien Alex, qui veut échapper à la pression des gangs. X500, on en regarde la bande-annonce tout de suite. Marinero, adiós. Soy pescador. Tuviste que dejarme de allá. Vayan en este barrio han cambiado. Yo soy el que decido quién tiene problema, quién no. Sa tingin niyo ba madali lang yung walang ina? Kung a-stress ako po, pinashtim na lang. ¿Por qué te viniste? ¿Qué dejaste los jefes solos? Ya no tengo a mis viejos. Ese niño ya es un matón. Él anda ya así como anda usted. Usted no sabe nada, hombre. Manila din ako. Nagka-expel. I don't wanna be in your bad side. Tengo un pedo allá en mi cantón, güey. Ya te llegó tu oportunidad, primo. Pues mira, güey, ahí está mi cantón al día que tú quieras llegar. Siempre estás solo, vivo ahí, güey. Ya te puedo dar quedada. Lo único que quiero es que no me vaya a meter en problemas. Can I come in? Yeah, for sure, girl. Damn. No te metas, a mí me respetas. ¿Cómo sabes lo que estás haciendo? Mírame hacia los ojos. Parezco diablo, siempre están rojos. La calavera, esa nunca espera. Esa siempre levanta donde quiera. Nunca se cagapó. Búscame allá. Mis pistolas no fallan. Pato loco te mueres. Si enemigo tú eres. Dime, búscame allá. Mis pistolas no fallan. X500, signé Juan Andrés Arango, à découvrir tout de suite sur notre site icinema.com. Voilà, Cannes 14h, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr dès demain sur notre site icinema.com et à 20h sur la chaîne Altis Studio. Pour ceux d'entre vous qui ont la box SFR, on sera depuis la plage Magnum de la Croisette avec vous pour vous faire vivre au mieux le Festival de Cannes. À très vite.